Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo très intéressante parce que j'ai l'immense honneur de pouvoir interviewer pour vous un des meilleurs spécialistes de Taïwan. C'est Stéphane Corcu qui est enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon et également à l'université Lyon 3. C'est un des meilleurs spécialistes du monde chinois et également un spécialiste de la géopolitique de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que je t'ai bien présenté, Stéphane? Est-ce que ça te va? Ça me va, c'est gentil, oui, c'est très flatteur. Voilà, donc déjà bonjour à toi et bonjour à tous tes internautes Alors, fidèles et nombreux. Alors, merci d'être là. Je vais tout de suite te poser des questions. Alors, la première question que beaucoup de gens se posent, c'est toi, en tant qu'expert, un éventuel conflit entre la Chine et Taïwan, est-ce que tu penses que ça peut exploser? Et si oui, quand? Alors, sur la première question, est-ce que ça peut exploser? J'ai déjà l'habitude de ne jamais répondre par oui ou par non, parce que, un, j'ai pas une boule de cristal, mais ça va, tout le monde comprend, personne n'en a. Et deux, parce que quand on fait une analyse géopolitique et qu'on n'est pas dans un plateau télé où on a besoin de donner une réponse immédiate, c'est quelque chose qu'on fait jamais. Parce qu'on est confronté au fait que dans les enchaînements géopolitiques, il y a une permanence, c'est l'impermanence. Et donc, en fait, les facteurs changent toujours. On a une information incomplète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se substituer à toutes les bureaucraties, tous les dirigeants, dirigeantes qui prennent des décisions et tous les aléas climatiques, euh, épidémiologiques, économiques. Donc, en fait, j'ai jamais pu donner une réponse et je ne cherche pas à la donner. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parler de choses qui sont possibles, des choses qui sont improbables et des scénarios et voir aussi des constantes. Pour la deuxième question, cher Louis, quand? Alors là, franchement, je pète la boule de cristal. Je n'ai rien à dire sur une date. Mais si je reprends le même raisonnement, en fait, on peut euh, évaluer des périodes pendant lesquelles les rapports de force sont plutôt à l'avantage de tel acteur ou de tel autre. On a des calendriers électoraux. Mhm. On a aussi, et ça c'est dans ma méthode géopolitique, quelque chose que j'enseigne à tous mes étudiants, un élément qui est matriciel dans l'analyse et qu'il faut absolument pas oublier, qui est que tout événement, tout programme, toute évolution politique, géopolitique, économique même d'ailleurs, hein, se fait sur un écheveau temporel. C'est-à-dire qu'il y a une échelle de temps et qu'il y a un facteur temps, que moi j'appelle l'écheveau temporel, qui est... bon, j'ai une analyse géopolitique à 8 facteurs, comme je le dis à mes étudiants, c'est ce que j'enseigne, ce que je pratique, à 8 grands types de facteurs. Le dernier, hein, et non des moindres, comme on dit, c'est le facteur temps. Donc ça veut dire que là, c'est pareil, je ne peux pas te dire quand. On se tutoie dans la vie, hein, donc Ouais, ouais, bien sûr, je te dis tu devant bien tes sûr. internautes. Euh, je ne peux pas te dire quand, et j'aurais du mal également à te dire quand ça ne se passera pas. Hmm. Ça pourrait être demain matin. Mais disons qu'on a des scénarios de probabilité. euh, tout est en sachant que moi, je ne suis pas aux commandes, je n'ai pas des services de renseignement euh, sous mes ordres, comme tous les analystes. Donc, je fais du mieux que je peux. Et en général, j'en fais le moins possible en termes de prévision. Voilà. Et tu penses que par exemple la Chine est vraiment déterminée? Est-ce qu'elle pourrait vraiment aller jusqu'à une intervention militaire qui serait XXL et qui déstabiliserait toute la région? C'est une très bonne question, mais le mot déterminé, qu'on emploie tous, est un mot que moi, en fonction de ce que je viens de te dire, je ne peux pas utiliser. Je vais lui substituer un autre mot. Est-ce qu'elle a, donc plutôt qu'une volonté, indéterminée, elle a une volonté, est-ce qu'elle a, un, une réalité dans son discours? C'est-à-dire que, est-ce qu'elle a véritablement la volonté de le faire si elle le pouvait, déjà? Et ça, je suis assez iconoclaste sur la question, hein. Et deux, est-ce qu'elle met en place des mécanismes qui lui permettent de le faire? Et si ces mécanismes ne suffisent pas ou qu'ils ne sont pas adéquats ou que c'est pas le moment, est-ce que ce qu'elle fait aujourd'hui est
première hypothèse de l'esbrouf pour d'autres raisons, par exemple. Garder unie la population chinoise derrière un objectif nationaliste. Est-ce que elle cherche à, comme on dit en chinois, tuer le serpent pour effrayer le tigre? J'espère que je ne me trompe pas d'animal. Ou est-ce qu'elle se prépare en sachant pardon, que ce n'est pas le moment, que la situation géopolitique actuelle ne lui est pas favorable, mais que peut-être elle le sera un jour. C'est toujours cette troisième hypothèse, sans abandonner la première, que j'ai privilégiée. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement mouvante dans le monde. Ce n'est pas à toi et à tes auditeurs que je vais l'apprendre. Et que dans cette situation, la succession des crises qui commencent, des grandes crises, qui commencent avec l'attaque de l'Ukraine, jusqu'à aujourd'hui, ne peut que pousser la Chine à analyser, observer les mouvements militaires, les nouvelles innovations, les innovations stratégiques, à assurer ses arrières, notamment sur la question des approvisionnements énergétiques, et donc à continuer à se préparer plutôt que de tenter une aventure. Dès le premier jour de la guerre en Iran, j'ai discuté avec des politiques, des journalistes, des étudiants, et j'entendais cette petite musique, pas de tous, hein. Tout le monde n'est pas, comment dirais-je, sur cette idée simple que, quelle idée donc, que la Chine allait possiblement profiter du moment pour attaquer Taïwan. J'ai entendu beaucoup cette petite musique. Depuis le premier jour, je suis convaincu que c'est peu probable. On est à 65, bref, bientôt 70 jours. Ça ne s'est toujours pas passé. Ça n'en prend pas la voie. Même s'il y a eu des fusées qui ont été lancées pour des fusées informatives. Tu les connais, tu en as parlé sur Twitter, pour indiquer que possiblement il se passerait quelque chose. Bon, tout ça, c'était de la diversion. Et donc, elle n'a toujours rien fait. Voilà, donc elle attend. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la détermination de le faire, mais consciente comme tous les autres de cette multifactoralité, je ne sais pas comment dire, cette analyse multifactorielle qu'il faut conduire pour faire une analyse géopolitique et donc pour attaquer, je pense qu'elle est très consciente qu'elle doit faire très attention et que prendre le monde par surprise quand on voit la destinée des dictateurs vénézuéliens ou iraniens, c'est pas le moment. Okay. Voilà. Un petit détail que j'apporte qui est très intéressant, quand on a appris, ou quand il a appris, Xi Jinping, le président chinois, que les services secrets iraniens avaient infiltré les caméras urbaines iraniennes à Téhéran et que ça les avait aidés à confirmer le rendez-vous, le lieu et l'heure, Xi Jinping a fait démonter une partie des caméras vidéo de la ville de Pékin par précaution. Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est une information, sauf si ça a été une information inventée par la presse, commanditée, pour dire ne croyez pas que vous allez pouvoir faire la même chose. Mais en tout cas, c'est une information qui a circulé et qui montre que chaque jour de l'actualité internationale apporte de nouveaux développements qui fait que la Chine ne peut pas risquer une attaque soudaine et que dire cela, qu'elle pourrait risquer ça, serait faire fi de tout un tas de facteurs que ce petit entretien ne pourra pas résumer et finir d'étudier. En tout cas, je pense que vraiment, c'est peu probable qu'il y ait un coup de force là tout d'un coup. Et merci pour cette réponse super intéressante. Et en général, quand on parle d'une intervention militaire chinoise contre Taïwan, il y a vraiment deux scénarios qui sont envisagés. Le premier, ça va être l'invasion militaire pure et simple de l'île de Taïwan, ou alors ça va être un blocus naval pour vraiment asphyxier l'île et la faire capituler au bout de quelques semaines. Toi, de ton point de vue de spécialiste, laquelle est la plus, pas probable, mais déjà la plus pertinente ou la plus raisonnable?
Alors, la seconde présente euh, beaucoup de handicaps sur le plan de la stratégie militaire et de la géopolitique. Sur le plan de la géostratégie, il y a un détroit qui est extrêmement long Ouais. à traverser, et donc c'est vraiment un gros handicap. Bon, deuxièmement, cet espace de 160 km laisse un temps à l'arrivée, à la réaction aux alliances. Et donc, ça augmente d'autant plus la vulnérabilité. Après, il y a l'attente, enfin, la réception des troupes chinoises à Taïwan et la progression sur le terrain qui risque d'être fort ardue. Bon, de toute façon, in fine, si les Chinois veulent récupérer Taïwan, ils sont obligés à un moment ou à un autre d'envoyer des troupes. Mais avant ça, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, et notamment un blocus ou une quarantaine ciblée à certains endroits, dans certains milieux, c'est-à-dire la mer, le ciel, et pour certains pays, certains bateaux, certaines destinations, certaines denrées. Bon, et particulièrement une quarantaine de Taïwan sur le plan énergétique. Ouais. Donc en fait, ces deux stratégies ne sont pas l'une ou l'autre, hein, bien sûr. Elles ne sont pas du tout en concurrence. Elles sont probablement envisagées comme l'une devant précéder, enfin l'autre, c'est-à-dire la seconde Ouais. dont tu parlais, comme devant précéder la première. Mais évidemment, une quarantaine ou un blocus de Taïwan, qui soit maritime ou aérien, présente un nombre d'inconvénients, pardon, et de difficultés considérables. On ne va pas les étudier toutes ici pour tes auditeurs, tes internautes fidèles, tes fans d'Internet. Disons un exemple tout simple, une quarantaine maritime de Taïwan par des bateaux chinois. Première question, les Chinois n'en ont jamais fait. Ok. Deuxièmement, Taïwan, c'est des centaines et des centaines de kilomètres de côte. C'est aussi le détroit de Taïwan, la route d'approvisionnement principale pour la Chine elle-même, la Corée du Sud, le Japon pour les hydrocarbures, mais aussi pour la plupart des biens manufacturés qu'ils importent et pour ceux qu'ils exportent. Donc c'est une dégradation mondiale du commerce. C'est pour ça qu'on parle aussi de quarantaine plus que de blocus. Voilà. Une quarantaine, j'ai pas de boule de cristal là encore, on en expérimente une aujourd'hui, en ce moment même, dans le détroit d'Ormuz, plus qu'un vrai blocus. Euh, et du coup, enfin, c'est un peu entre les deux pour le détroit d'Ormuz. Et du coup, euh, la Chine, là aussi, n'a pas d'antécédent. Elle a peut-être une stratégie, mais comme on dit en chinois, 变化, les changements interviennent de manière telle que les plans militaires courent toujours après, quoi. Voilà. Pour ce qui est d'une quarantaine ou d'un blocus aérien, alors là, le problème principal, c'est le coût Mhm. qui est considérable. Un blocus aérien autour de Taïwan, s'il ne réussit pas dans les 4 jours à faire tomber le gouvernement, c'est toute l'économie chinoise qui en pâtira de manière considérable. Parce qu'un blocus aérien, sauf s'il est effectivement appliqué par tout le monde et que donc les Chinois n'ont besoin de faire décoller des chasseurs que si un avion s'aventure, mais sinon, un blocus qui ne serait pas respecté va entraîner énormément de consommation de carburant pour les jets chinois qui ne vont pas aller abattre les avions, je ne sais pas une configuration dont je parle, mais qui vont aller survoler, voler à côté des avions qui vont, et pour communiquer. Bon, en fait, c'est assez improbable. Ce qui est plus probable, ce serait, enfin, ce qui est plus probable, ce qui est plus problématique, ce serait non pas un blocus, mais une attaque de Taïwan de plein de manières, et notamment sur un plan aérien, avec une réponse américaine et japonaise, et donc une défense taïwanaise, mais américaine et japonaise, et qui entraîne véritablement une bataille aérienne qui là coûterait énormément d'argent en termes de carburant. Donc c'est assez peu probable. C'est pour ça que la Chine, enfin c'est peu probable, c'est-à-dire que ce serait extrêmement coûteux. C'est pour ça que la Chine a tout à fait envie de faire tomber ce régime sans
avoir à tirer de coups de feu avant l'envoi des troupes. Alors là, ça paraît une jolie stratégie à la Sun Tzu, etc. Mais c'est très compliqué. J'espère que je ne suis pas trop long, hein. Non, 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 vas-y, développe. Moi, communiste, s'y essaye depuis des décennies. Voilà, dans la période maoïste, sans pouvoir faire quoi que ce soit, parce qu'ils n'avaient pas de marine et que le détroit de Taïwan était sanctuarisé. Et puis, depuis que les Chinois ont développé une marine très forte, et particulièrement avec Xi Jinping, on voit qu'effectivement, on change de stratégie. On met à la place d'appels à la réunification, qui ont d'abord été belliqueux sous Mao Zedong, puis sous Deng Xiaoping à partir de 78, 79, 81, un appel à la réunification pacifique sous Ouais. ce système, un pays de système, qui n'a jamais été accepté par les Taïwanais. Donc on sent qu'aujourd'hui, on met à la place de ça deux types de stratégies. La première, et je ne parle même pas de l'étranglement diplomatique, qui est une stratégie importante. La première, c'est la pression militaire dans tout son ensemble et ses variétés, hein, l'édification d'un outil militaire, le changement des stratégies, la guerre informationnelle, les zones grises, etc. Et puis la guerre politique. Et la guerre politique, c'est les médias. Donc je viens de parler de guerre informationnelle. Ouais. On voit que ça se rejoint. Je ne dis pas deux fois la même chose. La guerre militaire passe aussi pour les Chinois par la guerre informationnelle, et c'est notamment d'envoyer des vidéos, de faire passer des bruits, etc., sur leurs outils, ces fameuses barges, leurs porte-avions, etc. Bon. Tous les réseaux sociaux qui sont inondés de fausses informations sur les prétendues réussites chinoises en termes de technologie militaire, de technologie spatiale, de nouvelles découvertes pour d'une énergie éternelle, leurs projets d'usines au thorium, d'usines nucléaires, de centrales nucléaires au thorium, etc. Bon. Et puis, sur le plan de la guerre politique, ça se rejoint un petit peu. C'est, alors pour le coup, le débat public, influencer les élections, faire répandre des rumeurs, financer des candidats. Donc tout ça, c'est beaucoup plus politique dans le débat taïwanais. Mais des fois, ça rejoint aussi la question militaire. Quand on fait passer à Taïwan cette rumeur comme quoi les États-Unis ne sont pas fiables, que c'est un allié qui ne voit Taïwan que comme une carte à jouer contre la Chine et que Trump n'est pas du tout sérieux sur la question de Taïwan, chose que je ne crois pas du tout, eh bien, on sent que la guerre politique est le bras armé de la guerre tout court. La guerre politique, c'est la prolongation de la guerre par d'autres moyens, pour renverser la fameuse perspective, la guerre et la prolongation de la diplomatie par d'autres moyens. Voilà. Et du coup, on se dit que les deux doivent être étudiés ensemble, non pas seulement pour comprendre ce qui se passe dans le Taïwan, voire même pour essayer de prévoir, j'aime pas le mot, mais de prédire encore moins, de voir à l'avance des moments de temps où on entrerait dans un danger, par exemple une élection américaine, une vacance de pouvoir, etc., on y en a, mais aussi pour comprendre comment la Chine va s'attaquer à nous, mutatis mutandis, c'est-à-dire que si jamais un jour elle récupère Taïwan, et à mon avis c'est extrêmement peu probable, je pense que les Chinois n'ont toujours pas compris qu'ils ont définitivement perdu Taïwan, mais ça c'est une autre histoire, pour voir comment, une fois qu'ils auraient eu Taïwan, comment ils s'en prendraient à nous, mutatis mutandis, je voulais dire, en changeant ce qui doit être changé, parce que Taïwan n'est pas... Enfin, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, tous les pays qui sont victimes de la guerre politique chinoise à un certain degré aujourd'hui, ne sont pas Taïwan et ne sont pas revendiqués comme tels, comme étant une partie de la Chine. Donc, ce serait sans doute quelque chose de différent qui s'appliquerait à nous, mais en l'occurrence, ça commence déjà. Et on serait bien inspiré d'aller voir ce qu'elle fait à Taïwan pour mieux comprendre ce qu'elle est en train de nous faire à nous. Et, et c'est intéressant, et du point de vue un peu plus sociologique, toi tu connais vraiment très bien la société taïwanaise. Comment est-ce que les Taïwanais vivent cette situation de point de vue quotidien, et quel est leur rapport en général avec la Chine continentale? Avec la Chine, donc.
Oui. Ah oui. Bon, la question de comment les Taïwanais vivent ça, c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est un peu compliqué parce que il y a plein de types de points de vue possibles. Évidemment, non seulement c'est une diversité ethnoculturelle, mais en plus c'est une démocratie politique, donc chacun peut penser ce qu'il veut. Et en plus, nous, on peut les interroger. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas tellement voir en Chine, par exemple. Donc, il me semble que tout le monde se tient informé, c'est déjà important, qu'il n'y a pas de restriction d'information à Taïwan sur les choses militaires, par exemple. Ok. C'est-à-dire qu'on a des débats télévisés qui sont extrêmement pointus. C'est-à-dire qu'un Taïwanais qui n'a pas fait d'études géopolitiques et qui est assidu des plateaux, enfin, pour regarder les débats télévisés, ce qu'on appelle les Zhengluan à Taïwan, les débats politiques, il peut en connaître infiniment plus qu'un Français éduqué Mhm. sur les questions militaires et géopolitiques. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Bon, alors après, il y a des phénomènes de génération. J'ai l'impression, sans avoir fait de sondage là-dessus, qu'une bonne partie de la classe âgée, de la classe d'âge avancée de la population taïwanaise, pour des raisons qu'on pourrait évoquer, a plutôt tendance à dire mais non, ça va bien se passer, mais ça va bien, il n'y aura pas de problème. Bon, je soupçonne que c'est aussi un espoir que ça se passe bien et qu'ils en ont vu tellement depuis Ouais. 70 ans, 80 ans, que voilà, c'est peu probable. Sauf qu'effectivement, tout bien informés qui sont avec ces informations télévisées, ça ne fait pas d'eux ni des autres d'ailleurs, être bien informé, une capacité à conduire une analyse géopolitique. Si moi, qui suis spécialisé là-dessus avec beaucoup d'autres, je vous dis d'emblée, je ne peux pas faire de prévision, eux, ben, à peu près pareil. Alors, je pense qu'il y a un côté d'auto-réassurance, voilà. On se protège psychologiquement. Maintenant, pour les autres, eh ben, en fait, ça reflète l'extrême variété, dynamisme, combativité de certains, apathie de d'autres de la société taïwanaise. Il y en a qui en discutent beaucoup, d'autres qui n'en discutent jamais. Ok. Voilà. Et il y en a qui vont jusqu'à, mais évidemment c'est une minorité, être des activistes, donc informer, faire circuler, mobiliser les gens, y compris participer à des mouvements politiques qui vont dénoncer la collusion de certains partis avec la Chine, mais aussi pour certains se préparer avec une préparation civile à l'aide civile en cas de conflit. Voilà. Et puis, pour beaucoup d'autres, on est confondu devant, en apparence, une certaine conviction que la Chine n'attaquera pas parce que c'est le commerce qui prime. Mhm. Voilà. Et ça se divise en deux types d'individus. Selon moi, je serais incapable de vous donner des proportions. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment de sens. Je fais vraiment du qualitatif et plus du tout de quantitatif dans la recherche. La première, c'est ceux qui disent ça parce que finalement, ils sont dans le business et qu'ils savent qu'il y a possiblement un risque, qu'ils prennent leurs dispositions, mais ils souhaitent effectivement que ça ne se passe pas comme ça. Donc, ils nous disent, mais oh, le business. Il y a une autre catégorie qui est sans doute plus politisée et qui, là, quand elle dit ça, a un discours politique, ce sont les gens du Kuomintang, élus, membres du parti ou votants. Donc les premiers, c'est ceux qui créent ce discours, les deuxièmes, c'est ceux qui y adhèrent, Mhm. qui nous disent, ah mais défendre la nation taïwanaise contre la Chine, ça pose un problème. Bien sûr, la Chine est agressive, tout le monde le voit. Voilà. Ouais. Mais elle est agressive parce qu'on refuse de collaborer avec lui. Voilà. Et donc, le parti indigéniste qui est au pouvoir à Taïwan, le Parti démocrate progressiste, est coupable de provocation. Et finalement, tout ça va nous sortir une guerre. La meilleure façon qu'on aurait de faire, c'est de collaborer avec la Chine. De toute façon, la Chine, c'est un pays puissant. C'est un pays qui a redonné sa fierté à la nation chinoise aujourd'hui. C'est un pays influent dans le monde. Et puis, ben, non, les Ouïghours, je ne connais pas. Les droits de l'homme, je m'en fous. Les risques de toutes ces entreprises taïwanaises qui ont perdu pendant des décennies tout leur argent en Chine, connaît pas, jamais entendu parler. Une puissance hégémonique qui n'en a rien à faire, en fait, de la stabilité économique si elle veut récupérer Taïwan et qu'elle est prête à en payer le coût.
Bon, bah ça, ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne veulent pas. Donc, si on reconfigure un petit peu ce discours, c'est un discours qui est formaté par des politiciens qui ont intérêt à collaborer avec la Chine parce qu'ils ne veulent pas de la guerre, personne ne la veut, ni d'un bord ni d'autre d'ailleurs. Ils ne veulent pas de la guerre et ils estiment que leur manière de l'éviter, en fait, c'est de ne pas résister. On arrive directement à une configuration qu'on a eue en France à la fin de la Troisième République et pendant l'occupation, et particulièrement pendant l'occupation, qui est de, de dire les Allemands sont hyper puissants, c'est le plus puissant pays d'Europe, l'Europe est sous son hégémonie, il faut collaborer, sinon on va tous disparaître. Première. Le deuxième, c'est collaborons parce qu'on est obligé, mais à la marge, et on leur savonne la planche dès qu'on peut, s'il le faut, et voilà. Troisième discours, on résiste complètement sur Terre et à l'extérieur, et la flamme de la nation ne doit pas s'éteindre avec la collaboration. Bon. Et on a, finalement, dans ces trois positions, qu'est-ce qui explique ces différences? C'est que, face à un régime hégémonique, il y a des gens qui vont résister pour protéger leur vie, leur famille, leur intérêt économique. C'est légitime aussi. Hein. Et d'autres qui vont qui vont collaborer pour, les premiers vont collaborer pour sauvegarder l'acquis, voilà, la paix. Voilà. Et les autres qui vont se dire, la paix, tout le monde la veut, mais si la paix, c'est de perdre notre âme, notre coopération, voire notre système politique libéral, et surtout notre liberté d'homme, c'est pas possible. Et donc, ils vont dire, nous, face à l'oppression, on courbe pas les chines. On en revient toujours là, finalement. C'est que doit faire la liberté face à l'oppression. Boum, boum, boum. Deux mots, c'est tout. Hein, c'est vivre libre ou mourir, ou bien collaborer ou mourir. En fait, c'est ça. Donc la population est vraiment divisée entre ceux qui ont une sorte de... pas d'envie de collaboration, mais qui veulent préserver à tout prix le statu quo avec la Chine, et d'autres qui sont au contraire farouchement attachés à l'indépendance de Taïwan. Voilà, et avec toute une gradation en forme d'éventail de différences entre les deux. Et les premiers, ceux qui sont favorables à une coopération, il y en a qui sont déjà engagés à fond dans une coopération. Et dans ceux-là, il y a les traîtres absolus qui disent pas ce qu'ils font pas ce qu'ils disent, et ceux qui disent même carrément qu'il faut faire arriver la Chine et que si le gouvernement taïwanais tient, il faut le décapiter. Il y en a qui disent ça dans le débat public à Taïwan. Et puis, il y a ceux qui sont beaucoup plus malhonnêtes et qui jouent le jeu au Parlement, voilà, avec leur majorité de gérer le pays et de même de redonner des pouvoirs au Parlement qui auraient été minorés par un exécutif autoritaire, voilà, mais qui en fait, concrètement, préparent une reddition derrière des bureaux fermés, des portes fermées dans des bureaux à Pékin quand ils vont en délégation en Chine. Alors, merci. Là maintenant, j'aimerais parler de quelque chose d'un peu plus technique. C'est-à-dire que quand on parle de Taïwan, on parle très régulièrement des semi-conducteurs. Donc est-ce que tu penses que tu pourrais nous expliquer ce que sont les semi-conducteurs et quel est le rôle de Taïwan dans ce milieu également? Et quelle importance pour le détroit de Formose? Alors les semi-conducteurs, c'est plus qu'on met dans tous nos appareils électroniques, à commencer avant tout par nos ordinateurs, nos téléphones, voilà, et qui en fait stocke une information, traite une information, opère les systèmes. Et aujourd'hui, en plus, on doit rajouter les cartes graphiques puisqu'on est dans une période où l'intelligence artificielle est de plus en plus importante et c'est ça qui l'a fait fonctionner. Bon. Ces microprocesseurs, on les appelle micros parce qu'ils sont à des tailles extrêmement réduites, qui ne sont pas les fameux 3 nanos, 5 nanos, 7 nanos. J'en profite d'être dans ton émission pour le dire. Les gens qui écrivent des bouquins ou des articles pour dire qu'on en arrive à faire des puces de 3 nanos, c'est des gens qui n'ont rien compris. C'est pas du tout ça. Hein. 3 nanos, c'est pas la taille des puces, hein. C'est la taille des fils de cuivre qui sont conducteurs dans les microprocesseurs. On faisait des microprocesseurs de 3 nanos. Je ne sais même pas comment on les transporterait. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, les microprocesseurs sont en fait entre les mains des Taïwanais aujourd'hui parce que dans les années 80, à une heure où on n'avait pas encore transité
des transistors vieille école vers les micropuces d'aujourd'hui, il y a eu la volonté d'un petit groupe de personnes à Taïwan d'importer des États-Unis un savoir-faire par exemple, sur les transistors et de sous-traiter aux États-Unis et au monde. On était à la charnière à Taïwan entre cette économie de la sous-traitance qui a fait la richesse de Taïwan dans les années 70 et 80 et de cette nouvelle période d'une innovation technologique brillante et extrêmement efficace. Et en fait, les microprocesseurs ont encapsulé tout ça. Et au début des années 90, on a commencé à produire des microprocesseurs, fin des années 80 même, à Taïwan. Et Taïwan s'est extrêmement bien organisé à un moment où personne ne considérait que c'était important. Et quand c'est devenu important, Taïwan était déjà là, avec ses usines, ses écosystèmes, ses réseaux de distribution, ses réseaux d'approvisionnement de matières premières. Et dans ces écosystèmes, c'est l'assemblage avec toutes ses composantes, toutes ses étapes. Voilà. Dans ces chaînes de valeur, Taïwan ne contrôle pas tout, notamment les machines qui impriment les circuits imprimés. Et Taïwan ne pratique pas non plus, ou très peu, le dessin, le design, le dessin des microprocesseurs qui est fait par des commanditaires dans le monde entier et qui sont traités par un certain nombre d'entreprises, essentiellement américaines, qui ensuite passent leurs commandes aux usines taïwanaises et TSMC en particulier. Voilà. Et quand on a quand on a pris conscience que c'était devenu important, déjà avec un effet retard, alors là, on s'est rendu compte que Taïwan était au centre du jeu. Voilà. Alors ça, cet effet retard, c'est carrément, en fait, c'est le tout début des années 2020 avec la crise Covid. Ok. Et en fait, l'arrêt des transports internationaux qui a mis une pression considérable sur la distribution des microprocesseurs. Mais je tiens à rappeler que pendant la période Covid, pendant la principale partie de la période Covid, il n'y a pas eu le moindre arrêt de la production des microprocesseurs taïwanais. Hein. C'est juste la réduction du transport international qui a créé ces goulots d'étranglement. Voilà, ces choke points, comme on dit en anglais. Et du coup, Taïwan, pendant toutes ces années, a fait une montée en valeur considérable, en valeur technologique, en même temps qu'en valeur financière. Aujourd'hui, TSMC, la capitalisation boursière de TSMC crève les plafonds. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, il y a d'autres acteurs que Taïwan, bon, pour les microprocesseurs aussi, hein, mais pour les puces les plus avancées, 5 nano, 3 nano, Taïwan produit plus de 90% de la production mondiale, et pour les dernières générations, tout le monde le sait, c'est 100%, puisqu'elles sont uniquement taïwanaises, même si les 3 nanos vont à l'avenir être produits également aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. Okay. Voilà, c'est important, ce sont 3 pays qui sont dans les chaînes dites non rouges, hein, chaînes de valeur non rouges, qui servent plus ou moins à la fois isoler la Chine, mais aussi à s'en isoler et à s'en rendre indépendante au cas où on ait des soucis militaires ou économiques. Bon. Donc, il y a plusieurs acteurs sur le plan de l'IA, comme pour les semi-conducteurs, mais pour les semi-conducteurs, Taïwan a vraiment une écrasante hégémonie mondiale. Pour ce qui est de l'IA, on a en gros 2 gros pôles qui sont les États-Unis et la Chine, voilà, dans des conditions de production et avec une éthique de production différente. L'Europe est très à la traîne, mais elle a beaucoup de start-up. Elle est confrontée à un usage pratique militaire immédiat, c'est la guerre des drones en Ukraine et la guerre tout court. Pardon. Elle est très concernée par la question de la régulation, qui n'est pas le fort des États-Unis et qui n'est pas du tout la tasse de thé de la Chine. Taïwan, là-dedans,
n'est pas une puissance numéro un du monde en termes de conception et de production d'IA. Par contre, même si elle a des productions également, elle a beaucoup de budget pour financer des innovations. Elle a beaucoup de recherches fondamentales. Les Taïwanais produisent des papiers extrêmement intéressants en chinois, en anglais sur la question. Et puis, surtout, Taïwan est un endroit où on n'est pas du tout en retard sur l'application sociale de l'intelligence artificielle, beaucoup plus qu'aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe, et sans doute à égalité avec la Chine. Peut-être même la Chine est-elle bien plus en avance que Taïwan sur ce point, notamment pour la question des villes intelligentes et de la régulation du trafic urbain. Donc, Taïwan est un acteur clé parce que Taïwan produit l'essentiel des GPUs, les Graphic Processing Units, les unités graphiques très avancées dont l'intelligence artificielle a besoin pour passer du jeu vidéo, pour lesquels à l'origine ils étaient conçus, à des formes beaucoup plus technologiques d'usage qui sont l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que si Taïwan n'est pas le centre mondial de la conception en intelligence artificielle, même s'il n'est pas du tout à la traîne, de toute façon, l'intelligence artificielle passe par Taïwan avec la conception des cartes graphiques. C'est pour ça d'ailleurs que les 3 dernières administrations américaines, dont l'actuelle, ont lancé un certain nombre d'interdictions d'exportation de ces cartes graphiques envers la Chine qui ne s'est pas privée de contourner, de voler, d'espionner et d'acheter en dépit des interdits. Au vu des conséquences mondiales de la guerre en Iran, quelle serait l'ampleur d'une crise dans le détroit de Taïwan ou d'un blocus, étant donné l'importance cruciale de Taïwan dans l'économie mondiale avec les semi-conducteurs? Un certain nombre de think tanks, d'acteurs internationaux ont chiffré le coût pour l'économie mondiale d'une guerre sur Taïwan. Ça encore, c'est un exercice pour se faire voir. Les évaluations vont de quelques dizaines de milliards à quelques milliards de milliards, quelques milliers de milliards. Ça n'a pas grand sens parce qu'on est en incapacité de prévoir les ramifications et les effets en chaîne. Ce qu'on sait, c'est que tout simplement, tout ce dont on fait usage domestique, médiatique, militaire, industriel, etc., et communicationnel, et de transport, et de recherche, qui utilisent les semi-conducteurs les plus avancés, s'arrête. Donc personne ne va prendre ce risque. C'est pour ça que cette guerre ne peut pas avoir lieu. Ou alors c'est tout le monde, si c'est la Chine qui la crée, qui se met contre la Chine pour l'en empêcher. Je pense que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que toute personne, un tantinet sensé dans ce monde, quand il porte une couronne ou un sceau de président ou je ne sais quoi, va dire à Xi Jinping qu'effectivement c'est inenvisageable, qu'il ne faut même pas y penser. Voilà. Ce qui n'est pas forcément rassurant. Ouais. Voilà, parce que voilà l'idée qui émerge. Ce que les gens disent, c'est que oui, le coût est tel que... Voilà. Donc tu penses que les conséquences seraient encore plus grandes que la crise actuellement du détroit d'Ormuz? C'est pas ça. C'est qu'en fait, je prévois quelque chose de... Je prévois un deuxième scénario. J'analyse... Comment dirais-je? J'imagine un deuxième scénario dont je n'ai aucune idée de savoir s'il est plus probable, moins probable, s'il est farfelu ou pas. C'est mon rôle d'analyste de me dire, attention, il y a aussi peut-être pire encore que ça. Voilà. Et cher Louis, je le dis dans mes cours, mais je ne l'ai jamais dit à l'antenne ou écrit dans un papier, donc je t'en donne la primeur. Encore une fois, c'est peut-être improbable, mais ça mérite d'y réfléchir. Tout le monde dit souvent, ah oui, la Chine rêverait de mettre la main sur les semi-conducteurs taïwanais. Il ne faut vraiment pas connaître la situation pour dire ça. Désolé d'être un peu brut. En fait, tout le monde sait ou peut supposer ou peut anticiper que si un jour les Chinois arrivaient militairement sur Taïwan, que des soldats posaient le pied à Taïwan avant qu'ils n'arrivent dans ces usines, tout serait dynamité. Bon. Deuxièmement, si ça n'était pas dynamité, et que par une magie que je ne sais pas, dont je ne connais pas la formule, ils arrivent à mettre la main sur une usine complète, il faudrait que tout le monde soit là,
l'intégralité du personnel de l'usine, parce Mhm. que ce genre d'organisation fait que personne n'est au courant des secrets de fabrication morcelés, du processus du SOP, du voisin de bureau ou du bureau voisin. Ça, c'est extrêmement important pour garder les secrets industriels de TSMC. Voilà, donc il faut avoir l'intégralité et qu'ils soient prêts à collaborer Ouais, bien sûr. à la manière des ouvriers, euh, des gardiens de Tchernobyl qui ont un temps été contraints par les Russes avant, si je me rappelle bien, d'être en plus même maintenant ramenés en Russie. Voilà. Donc ça, c'est assez peu probable. Ce que je veux dire là, c'est que euh, les gens qui disent ça n'ont pas réalisé que ce serait infaisable. Moi, je vais plus loin. Je pense que c'est même pas du tout l'intérêt de la Chine. Et que loin de rêver de récupérer TSMC, c'est elle qui bombarderait les usines de TSMC. Pourquoi? Parce que dans un scénario catastrophe, où on serait dans une guerre, pas forcément qu'elle aurait créée, parce que ça se retournerait sans doute contre elle, mais dont elle tirerait profit pour attaquer Taïwan, configuration géopolitique complètement différente, une instabilité 10 fois supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui, ou 2 fois ou 3 fois, qu'il la décide à attaquer au sens où les États-Unis ne pourront pas arriver à défendre Taïwan, à ce moment-là, dans une configuration comme ça, quel est l'intérêt de la Chine? Mais arrêtons d'être naïfs et de voir la Chine comme au mieux un compétiteur. Je veux dire, c'est une histoire à raconter à des gamins. La situation est beaucoup plus inquiétante que ça. Qu'est-ce qu'elle ferait, à mon avis? Ce serait la première à bombarder. J'avais un chat sur les genoux, mais je crois qu'il est passé dans ma gorge. À bombarder les usines de Taïwan pour substituer aux semi-conducteurs très avancés de TSMC les siens qui sont beaucoup moins avancés, qui feraient un choc considérable pour nous, Mhm. technologique, pour elle aussi d'ailleurs, parce qu'ils fonctionnent sur des puces de TSMC, Ouais, bien sûr. plus que sur des puces chinoises. Mais dans le cas d'une économie de guerre dirigée, c'est un euphémisme, dirigée par le Parti communiste, et dans un cas d'économie de guerre dans laquelle la Chine est bien avant, a commencé à passer bien avant le conflit en Ukraine, à ce moment-là, c'est tout à fait envisageable, alors que pour nous, ça ne l'est pas. Et donc, la Chine pourrait faire coup double ou coup triple, euh, détruire le cœur vital de l'économie taïwanaise et son bouclier de silicium, éloigner les alliés qui, si certains sont comme ça, ne défendent Taïwan que pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'économie mondiale, mais pas pour des raisons idéologiques ou de soutien à la démocratie. Et puis, substituer, alors non, coup triple, coup quadruple, mettre l'économie mondiale en berne et nous faire dégringoler une cascade technologique, en finissant par récupérer la mise en nous vendant voilà. Alors, c'est un scénario catastrophe noir, noir de chez noir, hein, mais je veux dire, il faut le dire parce que personne ne le dit. Je n'ai jamais entendu cet argument partout. J'entends des gens qui passent leur temps à dire ah ben oui, mais elle veut mettre la main sur la pelouse d'or. Non mais réveillez-vous les gars, Ouais. c'est pas du tout le monde dans lequel on est. Ok, c'est super intéressant de voir vraiment l'importance des semi-conducteurs aujourd'hui pour le monde entier, mais surtout, avant tout, pour la Chine en premier lieu. Ce qui nous amène à la dernière question. Qu'est-ce qui rend Taïwan, à ton avis, en tant que pays et démocratie, si spécial par rapport aux autres pays asiatiques? Oh, quelle belle question, c'est compliqué, hein. Ouais, en plus, je suis politiste, alors je peux pas me ranger derrière je ne sais quelle incompétence pour répondre, pour ne pas répondre. Eh ben, ce qui la rend très spéciale, c'est que c'est le pays frontière face au totalitarisme et au totalitarisme. L'Ukraine est exactement dans le même cas, au sens où il y a une proximité culturelle entre la culture et la langue, l'histoire ukrainienne et l'histoire russe, une proximité conflictuelle, et Taïwan n'est pas comme l'est l'Ukraine pour la Russie, hein, je pense à la Russe de Kiev,
n'est pas l'origine de la nation chinoise. Mhm. Donc, c'est moins compliqué de ce point de vue-là. Mais le reste est à peu près là, c'est-à-dire le discours irrédentiste d'un empire qui se cache en Chine derrière le communisme, mais qui reste un empire. Voilà. Et du coup, l'un comme l'autre sont menacés par ça. Bon, j'ai pas envie de critiquer la démocratie ukrainienne, elle a ses défauts, nous aussi les nôtres, elle a énormément de mérite et elle tient, excusez Monsieur Mélenchon de contredire votre discours, évidemment, elle tient dans des conditions incroyables. La démocratie taïwanaise est sans doute moins ennuyée par des questions de corruption qui semblent en Ukraine assez répandues. Elle est pas enracinée à Taïwan depuis plus longtemps que la démocratie en Ukraine, donc ça se vaut. Il y a des mouvements sociaux très forts dans les deux cas. Il y a un Citizen Watch sur le gouvernement, la corruption et les relations incestueuses et dangereuses, incestueuses au sens interfamilial, entre des partis des deux bords qui sont contre la démocratie, en Russie, en Chine et puis à Taïwan et en Ukraine. Mais j'ai quand même envie de dire que Taïwan est menacé par un pays surpuissant que n'est plus la Russie de Poutine. Et ça fait de Taïwan un cas paradigmatique. Nous sommes Taïwan. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Nous sommes Taïwan ou nous ne serons plus du tout. Donc, les Mélenchon et tous les gens, tous ces sbires de la LFI qui disent des choses sur Taïwan et la Chine qui sont insupportables, cessons de les écouter, ça nous fait perdre du temps. Ils savent eux-mêmes qu'ils disent n'importe quoi et ils ne parlent en fait même pas de Taïwan ni de la Chine quand ils en parlent, ils parlent à leurs électeurs. Et j'aurais envie de dire à M. Mélenchon, mes étudiants qui votent la plupart d'entre eux pour vous, ils savent que vous dites n'importe quoi en plus. Donc, ils se ridiculisent. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête de perdre du temps dans le débat public français avec ces partis qui font l'apologie de la décadence communiste ou de l'autoritarisme moderne, voilà, pour se rendre compte que Taïwan, c'est nous. Les Ukrainiens, c'est nous. Comme disait Kennedy, ich bin ein Berliner. Mais moi, je suis taïwanais, je suis ukrainien, et on l'est tous, sinon on ne sera plus jamais personne. Je crois que c'est important de le dire. C'est ça qui rend la démocratie taïwanaise importante. Bah, c'est une très belle conclusion. Bah, merci pour cet entretien, Stéphane. C'était vraiment super intéressant. J'espère, vous, devant vos écrans, que vous avez pu apprendre quelque chose sur la situation sur Taïwan, sur les semi-conducteurs et sur bah, du coup la géopolitique de l'Indo-Pacifique en général. Merci encore, Stéphane, et puis à bientôt. Une dernière chose, mot de la fin? Oui, si tes auditeurs, si nos auditeurs internautes veulent aller plus loin, il y a beaucoup de choses sur Taïwan en français, en anglais. Il y a un certain nombre de livres qui sont parus ces dernières années. Bon, alors tout le monde maintenant fait son livre sur Taïwan, donc c'est pas forcément toujours très profond, mais il y a aussi des choses intéressantes. Je signais un petit numéro qu'on a avec plein de collègues, publié il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, à la revue Historia Magazine, un numéro Pékin-Taipei, la guerre des deux Chines, 1624, 2024. Voilà, c'est important. Et puis, moi-même, comme mes collègues d'ailleurs, on publie, on met nos articles en ligne gratuitement sur plusieurs types de sites, et notamment academia.edu. C'est gratuit, il faut créer un compte. Et là, vous avez des millions d'articles en accès libre. Et sur Taïwan, moi, j'en ai mis une bonne, plusieurs dizaines. Voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. Ok, bah super. Bah merci beaucoup pour ce mot de la fin, pour cette interview, et à bientôt. À bientôt.